le règlement sur la protection des données personnelles, de son petit nom 2016-679, non, ça sert à rien, c'est une coquetterie, a un impact effrayant sur la DSI. Il faut savoir que la différence en termes de droit, c'est 2/3 de droits de plus pour la DSI que ce qui existait déjà pour ces systèmes d'information. Si on partait de l'idée que le tiers qui restaure, il n'en a même pas fait le quart, on voit l'ampleur de la situation. Ben, vous allez me dire, mais à quel intérêt? On a 2/3 de plus, on a fait le quart du tiers, ça fait bien une algorithmique un peu particulière. Oui, mais aujourd'hui, le risque, c'est 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires monde. On est très loin de l'ancien système où il y avait au maximum 150 000 euros et en cas de récidive, 300 000 euros. On change de régime, les sanctions sont énormes. Quelles sont les obligations de la DSI? 4 grands paquets. Premier grand paquet, se mettre aux normes anciennes qui ont été reprises. La directive et la loi française a été repris en bloc et 80% de l'ancien système se retrouve dans le nouveau système. On n'a rien changé en termes d'obligations, mais on a mis 20 millions, 4% du chiffre d'affaires monde. Et puis, il y a un autre paquet dit de la nouveauté. 1. Privacy by design. 2. Privacy by default. 3. Failles de sécurité. 4. Accountability. On reprend rapidement ces 4 grands nouveaux principes. Privacy by design, on l'appelle comme ça, mais on devrait l'appeler plutôt conformité by design, ce qui veut dire que du début du logiciel jusqu'à sa mise en œuvre, en passant par les logiciels, le tout doit être conforme dans l'ensemble des obligations. Et le logiciel, ça commence à la première ligne de la spécification générale et ça se termine à la dernière ligne du dossier de maintenance en passant bien évidemment par le coding. Tous ces éléments-là doivent être conformes en termes de consentement, conformes en termes de qualité, conformes en termes de pertinence, conformes en termes d'exactitude. Deuxième grand principe, protection effectivement par défaut. Certains l'appellent d'un terme ancien qu'il ne faut peut-être pas toujours utiliser, qui est security by default. Security by default, security à cet endroit-là ne veut pas dire sécurité, la vraie sécurité telle qu'on a l'habitude en matière d'informatique et télécom, qui est celle de l'article 32. La protection des données par défaut veut dire que on enclenche les sécurités pour que cette conformité existe dès la conception. Ça ne revient pas tout à fait au même. C'est un peu comme si vous concevez un système qui soit de sécurité, mais que vous devez considérer un système où toutes les données de sécurité sont enclenchées. L'idée, c'est que vous partez avec des airbags enclenchés et non pas comme on a aujourd'hui des systèmes de navigation où on est sur des moyennes de sécurité et on n'est pas sur les sécurités les plus restrictives, les plus protectrices. Troisième élément, les failles de sécurité. À partir de la mise en vigueur du règlement, c'est le 25 mai 2018, donc c'est demain pour des applications qui commencent aujourd'hui. Il faudra notifier les failles de sécurité de négligence, failles de sécurité de pénétration illicite, failles de sécurité venant bien évidemment de non-conformité. Il faudra les notifier à la Commission nationale informatique et liberté, de manière générale pour les entreprises mondiales relevant du droit européen, aux autorités de régulation locales, dans un délai de 72 heures. Et il faudra aussi informer les personnes concernées. Imaginez une fraude de 2 millions de personnes, au coût d'information à simplement 1 euro, vous avez un coût de la faille à 2 millions, indépendamment des sanctions. Enfin, dernier élément, l'accountability, on n'a même pas de capacité aujourd'hui d'avoir un mot, alors il a été traduit par responsabilité, mais c'est responsabilité au sens responsable de la conformité documentée. Ça veut dire 2 choses. La première, c'est que vous avez la charge de la preuve de montrer que vous êtes conforme et non pas l'autorité de régulation de démontrer que vous n'êtes pas conforme. Et ensuite, ça veut dire que vous avez les documents immédiatement communicables pour prouver que vous vous êtes maintenu en position de conformité, qu'en cas de défaut, vous avez bien notifié une faille de sécurité et que vous avez tous les systèmes permettant de vous remettre en position initiale de conformité avec
pour l'élément complémentaire, pour l'ensemble des systèmes d'information présentant des risques, une obligation d'étude d'impact. Il est temps de commencer à se mettre en conformité. Ce ne sera pas possible le 24 mai 2018 en termes de Big Bang. Faut-il un Data Protection Officer? La question est clairement oui et pas toujours. Oui pour les entreprises qui sont supérieures à 250 personnes, dans le cadre de traitements qui présentent des risques, des traitements de surveillance à grande échelle et pour les secteurs publics. Il semblerait qu'en France, on va doubler l'obligation d'avoir un DPO, un Data Protection Officer, en charge effectivement de la conformité et du contrôle de cette conformité. Ce n'est pas lui qui doit mettre en conformité, c'est lui qui contrôle la conformité, avec peut-être des correspondants informatique et liberté qui resteront dans l'ancien système pour les entreprises qui ne relèveraient pas directement du règlement pour les obligations du Data Protection Officer. Ce serait un bon moyen quand même de garder toutes ces entreprises qui sont aujourd'hui en posture et qui pourraient continuer à utiliser et à bénéficier d'un mécanisme de correspondant informatique et liberté complément du règlement. Qu'est-ce qu'un DPO et à qui on le rattache? Un DPO, c'est un tiers de juridique, c'est un tiers de technique, c'est un tiers d'organisation et un quatrième tiers d'intelligence stratégique. Sous cette réserve-là, le texte dit qu'il faut le rattacher à la direction exécutive. C'est quelqu'un qui est de très très haut niveau. C'est un nouveau métier qui vient de naître. C'est sûrement quelqu'un qui a des compétences techniques pour pouvoir discuter avec les opérationnels, parce que lorsqu'on va parler de conformité par design, où on reprend la formule ancienne, privacy by design, il est clair qu'il faudra pouvoir analyser de manière assez précise les aspects techniques avant de les qualifier juridiquement. Il existe des cursus de formation qui sont en train de se mettre en place. J'en ai créé un. Le cloud computing est plus un concept marketing qu'un concept juridique. Sous cloud computing, on entend en général la possibilité d'être dans le nuage, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir croître en fonction de son développement, de pouvoir avoir une très grande largesse de fonctionnalités et de manière plus générale d'avoir une informatique qui se trouve déléguée. Dans ce cadre, on va retrouver l'ensemble des problèmes de cette délégation de cette informatique, puisqu'on n'achète plus que du service, on est sur des modalités SaaS, Software as a Service, ou PaaS, Platform as a Service, ou IaaS, Infrastructure as a Service. Dans tous les cas de figure, que ce soit le service où on n'a que les fonctionnalités, le PaaS, on précise la plateforme, ou l'IaaS, on a l'ensemble du réseau de télécommunications lié à la plateforme pour les services qui ont été définis. Le point majeur, c'est qu'on perd la maîtrise de la situation des données. Et donc, il faut nécessairement, dans le cadre du contrat, récupérer cette maîtrise. Ces données se trouvent quelque part dans des data centers. Quand on est en Europe, sûrement dans l'Europe du Nord. Mais quand même, il faudra, au niveau de la réglementation de l'Union européenne, faire en sorte que ces données ne sortent pas de l'Union européenne, ou si elles sortent, que l'importateur applique, soit par sa loi locale, soit par des conventions de flux transfrontières, applique le droit européen. On a une sorte de continuité de protection au-delà de l'Union européenne. Il faudra aussi bien préciser le régime de propriété et d'usage réservé des données. Et enfin, il faudra mettre en place un plan de réversibilité. Aujourd'hui, nous avons quand même à peu près 10 ans de recul sur le SaaS et on a vu qu'on a très peu de contentieux. Pourquoi? Parce que la plupart des grands services SaaS sont faits par des grandes entreprises qui saturent l'ensemble des fonctionnalités et aujourd'hui, les utilisateurs plébiscitent le SaaS. Les difficultés que l'on a, c'est en général plutôt sur la réversibilité qui est assez violente puisque si elle n'est pas organisée, on vous restitue vos données dans un format lisible. Et ensuite, il faut faire une migration vers le prochain service.
Chaque année, le DSI, en termes de bilan, a des obligations juridiques qu'il a fait ou qu'il devra faire. Je fournis à mes clients DSI un tableau de bord mensuel, ce qui veut dire que chaque mois, je suis capable de citer une obligation dans ce domaine-là. Comment on peut répartir ces obligations? Elles se font généralement en 3 paquets. Le premier paquet, c'est du droit général, qui s'applique à l'ensemble des systèmes d'information. Si je prends un exemple aujourd'hui, la réforme du droit des contrats va impacter la totalité des contrats de la DSI, en relation avec, bien évidemment, le juridique, mais il faudra modifier les contrats. Il y a une réforme extrêmement importante. En général, le droit de réglementation applicable de manière transversale à l'ensemble des systèmes d'information, c'est entre 10 à 20%. Ensuite, il y a le paquet le plus important, c'est les métiers. C'est-à-dire que généralement, chaque système d'information, qui correspond à un métier, a une réglementation. Et le numérique est toujours existant maintenant. Il est très rare qu'il y ait des métiers, l'assurance, la banque, le commerce électronique, la santé, pour lesquels il n'y a pas de réglementation spécifique en matière de numérique et pour laquelle il n'y a pas eu des modifications. Par exemple, là, on attend une modification extrêmement importante qui est le projet de loi Axel Lemaire. Il est a priori en position finale. Et là, il y a des modifications importantes, notamment le droit à l'oubli. Enfin, un troisième paquet qui est les données à caractère personnel. Il y a une activité très forte en provenance de l'Union européenne sur le règlement identité et puis sur le règlement sur la protection des données à caractère personnel, qui est un big bang d'obligations pour la DSI et qui rentrera en vigueur dans 2 ans, c'est-à-dire au terme du 24 mai 2018. Peut-on évaluer la charge budgétaire sur le plan économique par rapport à la charge budgétaire sur le plan juridique d'une DSI sur un an? C'est difficile à faire. Aujourd'hui, je ne sais pas le faire, mais je pense que en mettant en place des indicateurs, on doit pouvoir le faire et ça vaudrait le coup. Moi, j'utilise un indicateur très particulier, c'est l'indicateur de condamnation. C'est-à-dire je prends l'ensemble effectivement des obligations et pour toutes celles qui ne sont pas remplies, je prends le maximum de l'amende. Ce qui me donne quand même un indicateur. Avant, je mettais la prison, mais ça faisait désordre. Donc je prends l'amende, ce qui me permet effectivement d'avoir un premier dernier. C'est-à-dire que par excès, c'est le montant maximum de condamnation. Il n'y a jamais eu des condamnations de ce type. Mais quand même, ça veut dire que si on a une stratégie de mise en conformité, cet indicateur est parmi celui qui est le plus efficace, qu'on a intérêt à mettre en conformité, ce qui risque d'avoir le coût le plus important. La question des années 2020-2040, c'est comment va-t-on vivre et surtout survivre avec les robots. Il me semble qu'en 2020, c'est l'avènement d'une nouvelle civilisation que j'ai appelée la robo-humanité, en un seul mot sans le T. La robo-humanité, c'est la coopération homme-machine, sachant que cette machine va devenir de plus en plus intelligente et qu'elle risque à un moment donné d'être en position de domination. Pas forcément domination au sens d'être dominante, mais domination au sens qu'on accepte ses choix. Exemple, le choix du GPS, plus personne maintenant ne conteste. Parfois on discute avec la dame, alors par défaut c'est une dame, mais on pourrait mettre un monsieur, et puis on lui dit, tiens, mais j'aurais pas pris ça, mais on se garde bien d'intervenir parce qu'elle a toujours raison dans la mesure où elle prend non seulement la triangulation, mais en plus elle y ajoute les conséquences des accidents, les conséquences des embouteillages et même vos préférences si vous avez décidé de les entrer. Donc, début, me semble-t-il, de ce que j'appelle l'esclavagisme technologique. De la même manière, si on regarde avec Google aujourd'hui, on lui pose une question et répond 3 réponses. Et dans ces 3 réponses, le triangle d'or, en général, la question est pertinente. Ou si elle n'est pas tout à fait pertinente, elle est suffisamment juste pour ne pas perdre du temps à en chercher une autre. Et donc, quelque part, comme le GPS me conduit et décide pour moi, Google sculpte ma connaissance, mon expérience. J'aurais pu un jour aller à la Bibliothèque nationale et d'un livre à un autre faire des découvertes. Non, là Google me dit à ta question, voilà ta réponse. Et je m'en contente et je lui obéis et peu à peu, mon savoir est construit comme son graphe de connaissances. Ceci me paraît être l'élément général. Tous ces algorithmes, lorsque on les mélange, on obtient un bot.
un robot logiciel, c'est-à-dire des systèmes dont Amelia, par exemple, qui est un des vôtres les plus opérationnels pour converser dans des services interactifs. Ces bots vont continuer à nous conduire. On va entrer dans un monde téléorienté. Les bots, algorithmes concentrés par rapport à une fonctionnalité, vont en 2020 muter vers des coques avec des capteurs et des actionneurs qui ont fait d'énormes progrès. Au fond, un robot n'est que des robots logiciels qui sont capables de modifier le réel. De modifier le réel et de construire un réel grâce à ces capteurs et ces actionneurs. En 2020, dans les Smart Cities, lorsque l'ordinateur de bord aura décidé d'une destination, il prendra ses instructions auprès de l'infrastructure. À cet endroit-là, 30 km/h, tous les ordinateurs de bord obéiront. Les humains ne seront plus désobéissants. Notre civilisation de demain est une civilisation qui sera conduite, guidée, organisée par les robots. Et si on veut les maîtriser, il faut aujourd'hui mettre en place un droit des robots permettant de leur reconnaître des droits personnels, mais aussi des devoirs. En tout état de cause, un principe international devrait être mis en place. Conception des robots par design, c'est-à-dire des robots qui sont et qui respectent les humains.